Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Avec aujourd'hui, on a à chaque fois, j'ai l'habitude de dire des émissions spéciales, mais aujourd'hui, en fait, une émission spéciale, encore plus spéciale que les autres, puisque nous recevons d'un coup comme ça tout le programme sur 25 ans de Chemdat Hadarom est représenté ce soir quasiment. On va parler aujourd'hui de Chemdat Hadarom, qui, comme vous savez, le programme du grand rabbin Eli Kling. Grand rabbin, hein, moi j'aime bien dire grand rabbin, hein, ça passe, hein, grand rabbin. C'est pour ça que j'aime venir ici. Voilà, c'est ça. Je monte de grade à chaque fois. Voilà, c'est très bien. Voilà, exactement. Alors, on va commencer donc à sa droite. Elle est arrivée cette année, hein, Noah Elbaz de Paris, de l'école Sinaï. Exact. Voilà, dans la promotion, on est dans la 24e promotion. Avec elle, à ma droite, Abigail Temim aussi de Sarcelles, au Tzara Torah. Ouais. Aussi 24 promotions. Salut. Abigail. À ma gauche, alors on a aussi dans cette promotion Eva Elbar de Montmagny, à côté de Sarcelles. Elle était à Yavne, à Paris, voilà, exactement. Et à sa gauche, là, on en a, c'est déjà beaucoup plus. On revient dans la 21e promotion. Bonjour. Elle est aujourd'hui en Israël. Elle s'occupe elle a travaillé avec des Chayalim Yuchadim. On va en parler. Noah Sidboun est avec nous. Salut Noah. Bonsoir. Et à sa gauche, alors, on va encore plus loin déjà. Ça fait déjà il y a 5 ans alors, hein. 5-6 ans, puisque là on est dans la 19e promotion avec Anaël Anconina de Jury, aujourd'hui stagiaire expert comptable. Salut Anaël. Bonjour. Très bien, et ben alors exactement, donc on a présenté tout le monde, hein, le rabbin Kling s'est présenté tout seul. Non, parce que c'est ma belle-mère. Ça, j'aime moins déjà. Ouais. Ma belle-mère, elle aime bien dire le rabbin Kling, je sais pas pourquoi. Ouais, il y en a des comme ça. D'accord. D'accord, très bien. Alors, donc on a présenté tout le monde, donc je rappelle le principe de cette émission, hein. Je vais vous poser des questions. Alors, vous connaissez la réponse, mais seulement il faut l'amener la réponse, il faut l'amener la bonne réponse à la bonne question. C'est tout, d'accord ? Il ne faut pas de culture générale, il faut chercher, d'accord ? Alors on y va, première question fait péter. Alors première question, je mets la lunette. Alors, première question, on aime bien poser une question de Bible. D'accord ? C'est pas dur, hein, c'est pas dur. Tu vas voir, la question de Bible. Alors, question de Bible, première question. Est-ce que vous avez vu les films, peut-être, il y avait un film comme ça avec Rému, tu nous fends le cœur, hein? Ouais, tu nous fends le cœur, hein? C'était dans César ou... Voilà, avec César qui disait ça. Mais comment on dit ça en hébreu, tu nous fends le cœur? Vous savez? Comment on dit tu nous fends le cœur? C'est koré alev, hein? On dit ça en hybride, c'est koré alev. Chauvet. Voilà, exactement, ouais, koré alev. On m'a chasé koré alev, on voit quelque chose qui est koré alev. Et ben alors, donc, tu nous fends le cœur. D'où vient cette expression? Elle vient de la Bible, imaginez-vous. Alors, d'où elle vient? D'où elle vient dans la Bible? Alors on y va. Il faut trouver où dans la Bible. Quand c'est une question biblique et que je connais pas la réponse, je fais genre je la connais, ouais. Et je laisse parler les... Bah voilà, bah tu fais genre tu la connais. Voilà. Vas-y, rentre, tu peux te rajouter. Le problème c'est qu'on a tendance à laisser la parole au rabbin. Quand on dit Bible, tout le monde se tait. Eh ben, on va poser la question. C'est le respect au rav. Ouais. C'est Chumash ou c'est Enar? Ah là, mais je réponds que par une pardon. Alors c'est Chumash. J'ai peur de dire une bêtise, mais est-ce que c'est quand la mer s'est fondue en deux? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, il veut qu'on se serre là-bas. Ok, on se serre un peu. Vas-y, serrez-vous un peu. Pour laisser la place à mademoiselle. Pardon. Je vais pas dire une bêtise. Tu es Mercedes Habitbol, c'est ça? Exactement. Ok, super, alors bienvenue. Tu te rajoutes, hein. Aujourd'hui, on est émission comme ça, on est plein, on est content. On est monté à... Quelle promotion tu es? Parle dans le micro. Marzor 23. Marzor 23, d'accord. Donc c'est en fait c'est l'année dernière. Ouais, exact. D'accord, exactement. Donc on t'a rajouté avec nous. Donc on est en train de chercher, on a posé la première question. On dit en hébreu, on dit koré alev, d'accord. Tu nous fends le cœur. D'où vient cette expression dans la Bible? Alors, tu as demandé c'est dans le Chumash, c'est pas dans le Chumash. Alors faut chercher un peu après. C'est dans le Navi. C'est dans le Navi, ouais. Voilà, alors c'est dans le Navi, mais il faut trouver lequel, hein. C'est pas très compliqué, hein. Alors, c'est quel Navi? Le Rav il sait, mais fait semblant qu'il sait pas. Non, ouais. Là. C'est le truc, ouais. Vas-y, Eli, là. Alors dans Shmuel. On cherche. Alors, c'est pas dans Shmuel. C'est pas dans Shmuel. Ouais. Quel Navi? Yeshaya? Non, c'est pas Yeshaya. Mais on s'approche. Melachim? Non, c'est pas dans Melachim. Donc, c'est les Nevi'im Acharonim. C'est dans les Nevi'im Acharonim, ouais. Donc, c'est lequel? Yirmiya. Non, pas lui. Et Yecheskel. Bah non, il y en a encore. Il y en a encore 12. Voilà, c'est dans les 12 petits. C'est dans les 12 petits. C'est dans les 12 petits. Alors, ouais. Obadiah. C'est pas Obadiah. Amos. Non. Yoel. Bah laisse parler les autres un peu. Allez Yoel, bonne réponse de Eli Kling. Allez, bon, c'est pas grave. J'aurai des questions pour vous après, vous en faites pas.
Exactement, regardez, on va vous afficher le pasouk de Yoel dans donc Yoel Perek Bet, pasouk Yud Gimel. Ah ouais, j'aime bien Eli. Bien sûr, normal. Bien sûr, d'accord. Vekiru levafrem ve'elbigdechem ve'shuvu el Hashem Elokechem ki chanun ve'rachum hu erech hapayim v'rafreset v'nicham alara. C'est donc de là que vient la réponse de Yoel. Donc je vais vous faire un petit pitch sur Yoel, c'est-à-dire le petit prophète quand même. Le prophète Yoel ben Petuel n'est mentionné que dans le premier verset de son livre. Il n'a aucune information supplémentaire à son sujet. Ses prophéties indiquent qu'il était un homme de Judée. La première partie des prophéties, Perek Aleph et Bet, décrit des catastrophes comme une invasion de criquets et la sécheresse. Les pleurs des Kohanim et du peuple dans le cadre d'un jeûne général établi par le prophète suscitent la miséricorde de Dieu et la calamité prend fin et donne suite à des années d'abondance. Il semble que Yoel ait un lien spécial avec le temple, ses serviteurs et ses cérémonies. Il dicte le processus du jeûne public et livre également la réponse de Dieu à la fin de la prière. La deuxième partie du livre, Prakim Gimel et Dalet, font part des prophéties sur le jour du jugement des nations et sur un avenir prospère de la Judée après la défaite de ces mêmes nations. C'est lui qui a dit par exemple Vaya bayom haou yitfu hearim asis va gevot elach nachalav vechol afike Yehuda el chumaim veYehuda leolam teshev v'Yerushalayim ledor vador. C'est une chanson, ça tire de Yoel. Voilà, tu le savais en fait, mais bien sûr. Je vais te dire, le truc c'est que à Chemdat l'année est trop courte et donc on n'arrive pas jusqu'à Yoel. On n'arrive pas jusqu'à, on s'arrête juste avant. Voilà, exactement. D'accord, très bien. C'est pour l'année prochaine peut-être. Pour la prochaine question. D'accord, exactement. Alors puisque tu as répondu à cette question, on va quand même commencer à faire un petit pitch. Donc on est là quand même parce qu'il y a un grand événement qui va se passer dans les prochaines semaines à Chemdat à Darom. Alors explique-nous de quoi il s'agit. On va aller directement à l'essentiel. Il s'agit d'argent. Pourquoi pas. Alors, c'est pas un gros mot ? Non, c'est pas un gros mot, mais je vais dire, on est un petit peu gêné parce que c'est quand même la première fois depuis le début de Chemdat qu'on fait un appel. C'est en général, on s'est débrouillé autrement, et puis là, ça commence à être un petit peu difficile, donc on lance un appel. On fait le truc que font un petit peu tout le monde en ce moment, c'est-à-dire 36 heures. Qui sont réellement consacrés à ça. On appelle nos amis, nos sympathisants, nos anciennes, nos parents, et puis on essaye en effet de leur demander de nous aider. Alors pourquoi justement maintenant ? Pourquoi pas avant ? Parce que les temps changent en fait, la vérité. C'est-à-dire d'abord la politique de Massa, on est soutenu par Massa. C'est un programme Massa. Mais la politique de Massa a changé depuis déjà 2-3 ans. Et au lieu de donner en fonction de la situation socio-économique de chaque fille, de donner une bourse, c'est devenu un truc fixe pour tout le monde. Voilà. Alors comme nous en général, les jeunes filles qui viennent chez nous, une bonne partie d'entre elles en tout cas, viennent pas de familles qui sont obligatoirement très favorisées. Alors cette nouvelle politique nous a pas beaucoup favorisés. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, tout le monde sait que l'euro a perdu ces dernières années. Bon, alors déjà, ça sert à rien d'augmenter le prix de l'année, parce que si une fille peut pas payer à peu près 10 000 euros que ça coûte... Et tu peux pas faire monter l'euro, toi ? J'ai essayé. Ça n'a pas marché ? Non. J'ai dit à Macron que pour ça, il faudrait qu'il augmente les prix de l'essence. Un petit coup de pouce. Il a essayé pour me faire plaisir, et c'était la révolution en France. C'était moi. Ah, c'est toi, les gilets jaunes. C'est moi les gilets jaunes, donc j'ai arrêté l'histoire. Ah, d'accord, t'as raison, effectivement, ça a commencé à mal tourner. Voilà. D'accord. Et donc, alors, comment on fait pour donner ? Alors, explique-nous. On est en train de commencer une super pub dans les réseaux sociaux, etc. Évidemment, on aura une page pour ça. Page donc, il y a un lien. Tu veux dire. Une page sur Internet où il y aura tout expliqué. C'est très facile, c'est très d'outils, comme on dit. Il suffit de remplir les coordonnées bancaires ou alors les trucs de la carte de crédit, etc. Et puis, il faut arriver jusqu'à 100 000 euros. D'accord. Si on arrive jusqu'à 100 000 euros, ça sera doublé parce qu'il y a quelques généreux donateurs qui nous ont gentiment dit que si ça se passe, alors c'est double. Et donc, chaque euro ou chaque shekel de ceux qui nous écoutent valent 2 shekalim ou 2 euros. Et donc, une fois qu'on sera arrivé aux 100 000, on sera très, très heureux. Et ça nous permettra d'abord d'accueillir toutes celles qui ont envie de venir et qui, pour l'instant, ne peuvent pas trop payer la différence. Et également d'améliorer aussi le programme. Et donc, tu prends bien sûr toutes les sommes. Quelqu'un qui connaît un peu de loin et veut donner un petit 26 ou un petit 180, on prend toutes les sommes. On prend tout ce qui vient. Voilà, exactement. Il n'y a pas de minimum, chacun donne ce qu'il veut. Mais je veux dire aussi à celles ou ceux qui sont particulièrement proches que et si elles peuvent pas ou ils peuvent pas donner réellement des grandes sommes, ils peuvent en tout cas prendre sur eux
de chercher des sommes ailleurs. C'est-à-dire faire des téléphones sur des copains, des copines, etc., les parents, les oncles, les tantes, et expliquer. Au début, c'est un peu gênant, mais finalement, c'est pas pour elles, c'est pour nous, donc c'est pour la bonne cause. D'accord. Et voilà, et alors à ce moment-là, elles auront sur le grand écran, elles auront leur nom, avec la somme à laquelle elles s'est engagées d'arriver, et puis au fur et à mesure que ça rentre, elle verra que ça avance. Voilà. Très bien, et bien alors on va passer comme ça, et puis on va interroger, on va leur demander si c'est Kedaï, hein. Peut-être on sait pas, peut-être on le va dire, elles vont dire ah non, non, il faut Tout pas. bien Voilà, voilà, il faut réfléchir, on va leur demander si elles sont d'accord, elles sont là, on va les interroger après. Et je vais demander à mon ami Arlo Bénichon en régie de me baisser un peu la musique dans le casque parce que c'est un peu trop fort. Et on va passer à la deuxième question, Todaraba. Alors la deuxième question, on va sortir complètement du registre de la Bible. Et alors la question est la suivante. Le 8 décembre 2018, une kippa a été vendue aux enchères $9 375. À qui appartenait-elle ? Alors à qui elle appartenait cette kippa ? Alors il faut poser des questions, allez-y. C'est quel monde ? C'est d'où ? C'est quoi ? Alors allez-y, parle bien dans le micro. Où elle a été vendue ? Non, tu réponds que par oui ou par non. Ah. Alors, il faut se trouver à qui ? Là, en général... Est-ce que c'est un Israélien ? C'est pas un Israélien, voilà. Est-ce que c'est un personnage politique ? C'est pas. Exactement, c'est ça qu'il faut chercher. En général, les objets payés... C'est pas un rave. Non, pas un rave, parce que pas du tout. C'est souvent les trucs un peu sacrés comme ça. Ouais, non, c'est pas un rabbin. La personne, elle est plus de ce monde depuis. La personne à qui appartenait le kippa est plus de ce monde, tout à fait. Voilà, elle est morte. C'est quelqu'un de célèbre. Ouais. Ah, c'est quelqu'un de très célèbre, hein. Très célèbre. Ouh là là, oui, très célèbre. Très célèbre. Alors, c'est dans quel monde ? Il faut trouver, c'est dans quel monde ? Cinématographique. Hein ? Cinématographique. C'est dans le cinéma, ouais. Un type qui a joué un rôle de rabbin célèbre ? Non. Non, c'est pas. C'est pas, mais on est dans le cinéma. On est dans le cinéma. Alors. Francophone ? Non, pas francophone. Américain. Américain. On est dans le cinéma américain. Alors qui ? Qui est dans le cinéma américain ? Un très très connu. Il était juif ou il a mis la kippa pour faire Alors, est-ce qu'il était juif Est-ce qu'il était juif ? Non, il n'était pas juif, ce monsieur. Ah, alors la kippa, elle est célèbre pourquoi ? À cause du rôle qu'il a joué ? Ah bah, je vais vous le dire après. À cause du rôle qu'il a joué dans le cinéma. Est-ce qu'il avait dans sa collection je vais vous le dire après dans quelles conditions. En tout cas, c'est pas lié à un rôle qu'il a eu au cinéma, quoi. C'est pas un film. Il avait un lien avec la communauté juive. Non, c'est pas lié à un rôle qu'il a eu au cinéma. Okay. Mais il avait un lien avec la communauté juive. D'accord. Un acteur américain. Donc on est dans un acteur américain. Qui n'était pas juif. Alors, pas juif. Un acteur américain. Alors on va chercher l'année. Allez. C'est ça. On va chercher l'année. Charlie Chaplin. C'est pas Charlie Chaplin, c'est après. Mais c'est une bonne idée. Okay. Qui n'était pas américain d'ailleurs. Il était américain, Charlie Chaplin, hein ? Non, c'est suisse. Il était anglais, je crois. Anglais ou suisse. Ouais, d'accord. Mais non, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut chercher. C'est après. Un comique. C'était pas spécialement un comique, mais il l'a fait aussi dans le comique. Mais c'est après Charlie Chaplin. C'est un film de guerre ? Il n'était pas dans des films de guerre, non. Non. Il était aussi producteur ? Est-ce qu'il était aussi producteur ? Je ne crois pas. Far West. Non, il a pas joué dans des films. Il a pas joué dans des films du Far West, non. Il a joué dans quelques films. Il est surtout connu aussi. Allez, je vous le dire. C'était un grand chanteur aussi. Eli Kling. Eli Kling. T'es aussi chanteur. Il est rabbin, il est chanteur, il est. Mes heures perdues parce que je suis lévi, je m'exerce pour l'ordre. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'es pas ? On va commencer comme ça. Oui, mais je préfère pas. D'accord. Alors on va pas dire. Alors c'était un grand chanteur aussi, un grand chanteur américain. Elvis Presley ? Non, pas Elvis Presley, mais même genre, un grand chanteur américain. C'était dans l'époque de Elvis ? Ouais, on est dans les années 60, un grand chanteur. Reggae ? Non, pas reggae, un crooner américain. Ouais. D'accord, alors lui, il y a que lui, on connaît que lui. Frank Sinatra. Frank Sinatra, bonne réponse de Eli Kling, exactement. J'adore ça. Frank Sinatra, fallait le dire, je te dis que tu le connais, j'arrête pas de vous le dire que tu le connais, il faut le dire. Voilà, regardez, vous l'avez, Frank Sinatra. Et donc, mais quel rapport avec la kippa ? Il avait une collection ? Eh ben voilà, je vais vous le dire. C'est une bonne question. Alors voilà, une kippa tricotée à la main ayant appartenu à Frank Sinatra a été vendue aux enchères $9 375 lors de la dispersion de la collection du crooner américain organisée par Sotheby's le 8 décembre à New York. L'objet avait été estimé à $400 par les commissaires-priseurs. Aucune indication n'était apportée sur les conditions dans lesquelles l'inoubliable interprète de Stranger in the Night avait acquis cette kippa. Frank Sinatra n'était pas juif. Le catalogue de Sotheby's s'est borné à indiquer qu'il avait toujours été un sympathisant des causes juives et qu'il avait reçu en 1949 le Holzer Memorial Award de la communauté juive
juive de Los Angeles. C'est quasiment au berceau que débute la grande histoire d'amour entre le chanteur Frank Sinatra et les juifs. Regardez, c'est très très étonnant. En effet, la mère de ce natif de Hoboken dans le New Jersey doit souvent s'absenter pour son travail, mais sa voisine, Madame Golden, est toujours prête à s'occuper du petit garçon auquel elle parle yiddish, lui servant des gâteaux et des pommes. Ça te rappelle quelque chose, Elie? Elle parle yiddish, Frank Sinatra lui a parlé en yiddish. Elle lui offre d'ailleurs un petit pendentif en forme de mezouza qu'il portera pendant des décennies autour du cou. Lorsque les nouvelles faisant état du sort des Juifs en Europe occupée parviennent aux États-Unis, le chanteur se mobilise en 1943, participe à la tournée nationale d'une pièce créée par Ben Hert intitulée « Nous ne mourrons jamais » et destinée à attirer l'attention du public sur la Shoah. Tout naturellement, cette proximité avec les Juifs et le sentiment qu'après la Shoah, ceux-ci doivent avoir leur propre pays, Frank Sinatra donc se rapproche de la cause sioniste. En 1947, il participe à Hollywood à un concert au profit de la Palestine où 20 000 personnes appellent à l'approbation du plan de partage de cette dernière. Mais le chanteur va encore plus loin puisqu'il s'engage à New York dans l'une des actions clandestines en faveur de la Haganah, représentée alors par... Je vous le donne, Émile, je vais le donner celui-là. Je vais vous le donner parce qu'il est encore par Teddy Kollek, qui représentait à l'époque la Haganah, qui était maire de Jérusalem avant. Frank Sinatra soutiendra également financièrement l'État hébreu, puis dans les années 70, aidera à trouver des fonds pour la construction d'un centre pour étudiants sur le campus de l'Université de Jérusalem, l'Université hébraïque de Jérusalem. Il y a un campus Frank Sinatra, il y a une place Frank Sinatra. Voilà, exactement. Je crois que c'est là-bas qu'il y a eu l'attentat une fois. C'est possible. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur Frank Sinatra. Il faut ajouter pour nos auditeurs que... Ah non, d'abord on chante. Ouais, je sais pas si c'est lui, hein. Je crois qu'il a mis comme ça. Alors dis-moi, Mercedes. Donc toi, et donc exactement, c'est toi. Tu as dit que t'aimes Frank Sinatra. Oui. C'est pour ça que je me tourne vers toi. J'aime beaucoup Frank Sinatra. Alors pourquoi raconte-nous une anecdote. Pourquoi on doit donner à la Khemdat Darom? Raconte-nous une anecdote. Comment t'es arrivé à Khemdat Darom? Alors moi, je crois que j'ai été inscrite l'avant-dernière à Khemdat Darom. Ouais. Justement parce que les autres séminaires, ils étaient très chers. Et après, on m'a parlé de Khemdat Darom. Et le programme, il m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que les prix, ils étaient plus abordables. Et surtout que c'est plus abordable, mais ça nous offre beaucoup plus de choses. Déjà, le confort. Et ensuite, on visite vraiment énormément de choses. Ce qui nous permet de connaître beaucoup plus Israël, de ne pas connaître que les grandes villes, mais les yishuvim, les kibbutzim qu'on a visités assez souvent, une fois par mois, les shabbats. Et du coup, c'est vraiment une expérience impressionnante parce que ça nous attache vraiment à la terre d'Eretz Israël. C'est pas un programme juste pour apprendre la Torah, c'est aussi pour ça, mais aussi pour s'intégrer en Israël. Et je pense que sans Khemdat, j'aurais jamais été aussi bien intégrée. Et c'est ce qui me donne la force tous les jours d'habiter ici. D'accord, parce qu'il y a quand même des filles, à mon avis, Elie, qui viennent un an pour voir, etc. Peut-être je vais rester, peut-être je vais rentrer en France faire des études, etc. Et en fait, pendant cette année, elles se découvrent. Qui c'est qui veut répondre à cette question? C'est ce qui m'est arrivé. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? On n'est jamais sûr à 100% de toute façon de rester. Voilà, donc c'est au fur et à mesure de l'année. Donc c'est ça, donc c'est Elie qui booste alors. Voilà, exactement. Alors, le grand avantage, elles viennent en tant que tu leur mets le feu, hein? Non, moi je leur remonte le pays, c'est tout. Vraiment. C'est pas de ma faute si le pays est sympathique. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui, parce que moi je suis un peu. Vas-y, parle bien dans le micro. Je suis pas encore très sûre de moi. Hein. Je suis encore dans l'année, donc j'ai encore le temps de réfléchir. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais pas du tout à rester en Israël, ouais. En fait, je connaissais quasiment pas le pays quand je suis arrivée. Et puis c'est vrai que le programme nous permet de découvrir pas mal de choses, que ce soit les grandes villes ou les petits chouvim ou en général. Du coup, j'aime beaucoup Israël maintenant. Donc, je peux rajouter, quand elle est arrivée à l'aéroport, je peux le dire ou pas? Et la madricha est allée la chercher, donc elle ne se connaissait pas du tout. Elle s'est présentée, elle dit: je m'appelle Noël Baz et je compte pas rester en Israël l'année prochaine. C'est-à-dire, elle a dit d'entrée. Voilà, c'est ça. Elle a dit: tu vas voir ce qui t'attend. On va t'amener spécialement chez le rabbin. Il va s'occuper de toi. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Très bien, c'est bien, pourquoi pas. Eh bien, alors, on va directement sur ça, à la troisième question. Merci monsieur en régie. Alors la troisième question est la suivante. Alors je peux vous certifier que tout le monde connaît la réponse. Tout le monde connaît la réponse. Qu'est-ce qu'annonce Levi Eshkol, alors ministre des Finances, le 1er mai 1956? Qu'est-ce qu'il annonce qu'il se passe quelque chose en Israël? Qu'est-ce qu'il annonce? Alors allons-y.
C'est dans la matinée ou la soirée? Parce que ça dépend. C'est dans la matinée ou la soirée? Alors c'est une bonne question, on ne l'a pas faite encore celle-là. Au milieu de journée. Voilà, en milieu de journée. Alors qu'est-ce qu'il annonce? 56. Ouais. Le 1er mai 1956. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on cherche? Il augmente les impôts? Non, ça n'a pas un rapport avec les impôts, mais il faut trouver ça en rapport avec quoi? D'abord on cherche le domaine. Alors, avec son ministère. Allez-y, n'ayez pas peur là. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou c'est plutôt... Oui, c'est dans le sérieux, c'est pas rigolo quoi. C'est pas triste non plus, mais c'est joyeux, mais... C'est pas positif. Si, c'est positif. Ah, c'est positif. Ouais, c'est un truc positif. C'est la création de quelque chose? Oui, c'est la création de quelque chose, mais de quoi? Alors, dans quel domaine? D'une ville, tout à fait. Et ben voilà, on y arrive, c'est la création d'une ville. Et alors laquelle? Netivote. Non, pas Netivote. Bien vu, mais c'est pas loin. J'aurais pu penser. Je savais pas que c'est vous. Quand j'écris les questions, je sais pas qui vient. Dans le sud? C'est plutôt dans le sud. Ouais, c'est une ville du sud. Ouais. On s'approche. Du littoral? C'est sur le littoral, exactement. Voilà. Ashkelon. C'est pas Ashkelon. Non, elle existait déjà. C'est pas Ashkelon. Yavne non plus. Ah non, Yavne, c'est pas sur le littoral. Non, si, il y a la mer à Yavne? Pas très loin. Il n'y a pas la mer. Non, pas vraiment. Il n'y a pas la mer. Non, alors? Non, mais elle existait. Batia? Non, pas Batia. Moi, mais on est... nord ou le sud? On est là, on est dans le sud, on est dans la région, c'est ça. Ashkelon, c'est pas loin. Non, pas Rishon. Ashdod. C'est Ashdod. Bonne réponse, exactement. Voilà, je te la donne tout à fait, exactement. Mais je croyais qu'elle était beaucoup plus ancienne. Voilà, vous l'avez à l'écran là, l'image, un petit condensé de la ville de Ashdod, exactement. Ashdod et la. Oui, mais Ashdod, tu parles des Philistins, toi. Tu parles. Oui, mais non. Alors, mais elle n'existait plus pendant longtemps, quoi. Ça. Mais oui, mais la ville d'Ashdod, la nouvelle. Ashdod est la 5e plus grande ville et le premier port d'Israël devant Haïfa, situé sur la plaine du littoral à mi-chemin entre Tel Aviv et Gaza. Dans le district du sud d'Israël, elle se trouve à 35 km de Tel Aviv, 25 km d'Ashkelon et à 70 km de Jérusalem et de Be'er Sheva. Il y a 35 minutes de Chemdat Adarom. 35 minutes de Chemdat Adarom. Tu vas nous expliquer d'ailleurs peut-être pourquoi, quelqu'un va nous dire s'il y a peut-être après on va parler, est-ce que c'est mieux Chemdat Adarom? Pourquoi à Netivot, pas à Jéru, peut-être comme tous les programmes, c'est une bonne question. C'est une ville, donc Ashdod, très dynamique, qui a eu une croissance récente très rapide, notamment grâce à l'apport de nouveaux immigrants en provenance de France, d'Éthiopie, de Russie, d'Amérique latine et surtout du Maroc. La cité est l'une des 5 villes fondées par les Philistins, donc les Plishtim dans l'Antiquité, et fut le centre du culte du dieu Dagon, qui est pas loin de Beth Dagon. Ça vient Dagon, donc au nom du dieu des Philistins. C'était à Ashdod que les Philistins emmenèrent l'arche d'alliance, le l'Aaron Abrit, comme un trophée en l'honneur de Dagon après une victoire à Afek contre les Juifs autour de moins 1050. La cité fut rebaptisée Azotos sous les Grecs, puis après la conquête d'Alexandre le Grand, la ville passa sous le contrôle des Ptolémées. Enfin, durant la révolte des Maccabim en Judée, le temple de Dagon fut détruit par Yehuda Maccabi avant que la ville soit intégrée au nouveau royaume des Hashmonaïm puis à l'Empire romain au 1er siècle avant notre ère. En 1956, donc, la ville moderne de Ashdod fut donc construite sur les ruines de l'ancienne ville. Elle est surtout connue aujourd'hui pour son infrastructure donc portuaire, qui est en fait l'un des rares ports en eau profonde sur la mer Méditerranée. Il est ainsi devenu centre important pour la navigation israélienne et internationale. Quelques 15 millions de tonnes de fret par an passent chaque année par Ashdod. Voilà un petit topo sur Ashdod. Alors, puisqu'on a parlé du sud, maintenant, par exemple, qui c'est qui nous a pas parlé encore? Toi, tu nous as pas parlé. Est-ce que tu penses que le programme, tu peux nous dire le programme de Chemdat Adarom, alors pourquoi on est dans le sud? Est-ce que, parce qu'on se dit peut-être les jeunes, ils préfèrent aller sur Jéru, sur Tel Aviv. Est-ce que dans le sud, il y a un plus, à ton avis? C'est vrai qu'on peut hésiter par rapport à ça et que des fois, c'est plus intéressant d'être dans une grande ville. Mais justement, ça donne une expérience totalement différente d'Israël. De voir Netivot, c'est une ville qu'on connaît pas du tout parce que c'est pas une ville dans laquelle on va pour les vacances, on va pas aller à Netivot. C'est plus familial peut-être? Ouais, c'est plus familial, ça change totalement ça nous met dans l'ambiance d'Israël directement et ça nous permet de voir la vie là-bas et puis bon, Netivot, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas non plus le petit chouve perdu dans la campagne. Exactement. Et non, c'est très agréable de passer l'année là-bas. Voilà, super, dès qu'aujourd'hui avec les bus, les trains, on est pas loin. Ça fait 3 ans, je crois, on est loin de rien. On a maintenant les trains et en effet, Tel Aviv, c'est à 1 heure, quoi. Voilà, c'est ça, donc on est loin de rien en fait. Exactement. Je pense aussi que c'est un avantage d'être dans le sud et justement à Netivot parce qu'à notre époque, il y avait encore moins de choses. Tu veux dire dans les années. D'accord. Il y avait encore moins de choses et il n'y avait pas Cofix, il n'y avait pas de magasin, on avait la pizza à 20 shekels et ça s'arrêtait là. Et ça nous a permis de plus se concentrer concentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on a appris, sur le groupe. On était un grand groupe aussi et c'est un avantage d'être loin
et excentrés et entre nous. D'accord. C'est vrai, ça renforce le lien entre les filles. En général, les programmes qui sont sur Jéru Tel Aviv, ils ont tendance à, dès qu'ils peuvent sortir, chacun veut retrouver ses amis, alors qu'à Netivot, c'est ça, c'est des liens que, voilà, le soir on reste ensemble, les Shabbatot on est ensemble. Exactement. Donc en fait, ce choix n'était pas anodin, en fait, Eli, à la base, il y a 25 ans. Netivot. Je vais être très franc. C'est ce qu'il y avait sur le marché, c'est ce qui était libre. Voilà. C'est-à-dire, moi j'habitais là-bas dans la région, on m'a proposé. C'est déjà une bonne raison. Ouais, moi j'habitais là-bas pour d'autres raisons, parce que j'avais trouvé un boulot pas très loin, et puis voilà. Et j'enseignais à Chemdat Adarom chez les Israéliens, parce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs qu'il s'agit en fait d'un campus israélien, dans lequel il y a ce département français. Donc quand j'enseignais là-bas, un jour on a eu l'idée d'ouvrir un truc pour les francophones, et donc j'ai dit oui. Donc ça s'est fait plus ou moins par hasard. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai eu plusieurs propositions évidemment depuis de bouger, de venir plus centralisé, surtout à Jérusalem, etc. En me disant, sans doute avec justesse, que c'est vrai qu'on est déjà le programme le plus important au niveau nombre du pays pour les francophones. Ouais. Mais on m'avait dit, si tu viens à Jérusalem, tu auras certainement encore plus. Et c'est sûrement vrai. Mais avec le temps, non, je préfère en effet pour les raisons qui ont déjà été dites et pour d'autres également. Tout à fait. Pour d'autres également, c'est-à-dire, c'est plus facile pour moi aussi de regarder les parents dans les yeux et de leur dire, vous inquiétez pas, je sais où est votre fille, etc. Que si j'étais en plein centre-ville. D'accord. Donc c'est aussi pour ça. C'est une sécurité. Et puis comme les prix sont quand même, les prix de l'immobilier sont quand même moins chers qu'à Jérusalem ou à Tel Aviv, alors on a quand même de la place. C'est-à-dire les apparts sont des vrais apparts, le campus c'est un vrai campus. Et le fait d'être à l'aise, ça aide aussi à mieux étudier en fait. Étudier à l'intégration. Très bien. Et bien sur ces précisions, on va directement à la 4e question. Allez, on voit. Alors la 4e question est une question, on va parler un peu de Tzahal, on va parler de femmes à Tzahal. Je vous promets que quand j'ai écrit ce questionnaire, j'avais pas l'ombre d'une idée que ce serait vous qui allez venir, ni que ce serait toi qui va venir, on va en parler après. Quelle est la particularité de Gaïa Bertheleux, jeune fille sous-officier de 20 ans à Tzahal? Alors cette fille, elle a une particularité. Eli, il cherche où est-ce qu'il l'a lu, où est-ce qu'il l'a... ouais. Elle a une particularité, cette fille, elle est Chayalet de 20 ans. Alors c'est quoi sa particularité? C'était pendant une guerre? Non, ça n'a pas de rapport spécialement avec une guerre. Il faut trouver quelle est la particularité, c'est dans quel domaine sa particularité. Elle avait un handicap? Non, elle n'a pas un handicap. Taille 7. C'est quoi? J'ai pas entendu. Elle est pas pilote, non. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'elle fait à l'armée. Ça a un rapport, ça n'a pas rapport avec ce qu'elle fait à l'armée. Alors, ça a un rapport avec quoi, hein? Avec un hobby qu'elle a dans le civil? Non. Ses origines? Oui, c'est un rapport avec ses origines. Qui c'est qui a dit ça? Mercedes. Mais Mercedes, c'était un rapport avec ses origines, exactement. Elle est française? Non, elle n'est pas française, justement. C'est quoi encore le prénom? Elle s'appelle Gaïa Bertheleux. Voilà, elle est sous-off. Peut-être que sa famille est connue, son père, sa mère, ils ont fait quelque chose de spécial. Oui, c'est pas vraiment son père et sa mère, mais c'est un rapport avec sa famille, mais la génération d'avant. Donc on se serait pas du tout attendu à ce qu'une fille comme ça vienne en Israël et finalement elle est là. Ouais. C'est en rapport, est-ce qu'elle avait quelqu'un de sa famille qui était pendant la Shoah, enfin. Du mauvais côté. On se rapproche et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on est là, on y est. Vas-y, continue. Elle est nazie. Hein. Elle avait pas elle. Ses grands-parents, sa famille. Son grand-père. Oui, elle avait un grand-père nazi. Exactement, bonne réponse. Je sais plus qui c'est qui l'a dit. On va laisser. Mercedes. C'est Mercedes qui l'a dit. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous aussi, Abigail l'a dit. Noah aussi l'a dit. C'est Noah qui vous a amené sur la voie. C'est un Noah. C'est qui vous a amené sur la voie. Alors écoutez bien cette belle histoire. Gaïa Bertheleux, 20 ans aujourd'hui, sous-officier dans Tzahal, a une histoire familiale assez particulière. Son grand-père paternel, Johann Bertheleux, était membre du parti nazi et occupait un poste au sein de l'organigramme. Jusqu'au jour de sa mort, il n'a jamais émis le moindre regret sur ce qu'il fut ni sur ce qu'ont fait les nazis, indique-t-elle. Elle rajoute qu'il aurait été horrifié d'apprendre que son fils s'est converti au judaïsme et que sa petite fille vit en Israël et sert dans l'armée. Hans Bertheleux, le père de la jeune soldate, est aujourd'hui l'un des pâtissiers connus en Israël. Il est né à la fin de la guerre dans une famille chrétienne de 7 enfants. Lorsque j'étais jeune, il était évident pour tout le monde dans le village que les juifs sont des porcs, des gens avides d'argent et des escrocs, rappelle-t-il. Mais malgré cela, Hans tomba amoureux du peuple juif et d'Israël et se sentit de plus en plus lié à cette société. Il entreprit alors un difficile processus de conversion au judaïsme et à 26 ans rejoignit les rangs de Tzahal et combattit même dans l'artillerie lors de la guerre de Kippour. C'est en Israël que Hans connut sa femme, fille de rescapé de la Shoah. Point d'exclamation là, je l'ai mis mais je le dis aussi.
De manière surprenante, sa belle-mère survivante d'Auschwitz et qui avait perdu tous les siens l'accueillit chaleureusement dans la famille tout en sachant que son père avait été un nazi actif. Elle était en admiration devant le chemin parcouru par mon père et ne le considérait pas comme responsable de ce que son père ou les autres nazis avaient fait, a dit Gaïa. Voilà cette fille qui est aujourd'hui dans le salle, qui avait un grand-père nazi. C'est une belle histoire. Alors je me tourne vers toi, Noah, puisque en fait, après, si j'ai bien compris, après Hemdat Aharon, tu as choisi d'aller à l'armée. Effectivement. Alors explique-nous pourquoi, explique-nous un peu ce que tu as fait. Alors, pourquoi je peux pas ça. Parce que tu le sentais comme ça. Voilà, c'est au feeling toujours. Bah ouais, mais c'est comme ça. Le feeling, c'est une réponse qui est acceptée par. C'est une marche aussi, hein, au feeling, d'accord. Alors, ce que je faisais à l'armée, je m'occupais des soldats handicapés. Ouais. Donc, le but, c'était de les enrôler à l'armée, de voir les tafkidim, les rôles qui étaient les plus adaptés pour eux, voilà. Et les accompagner au jour le jour dans les bases. Tout ça. Ouais, d'accord. Et donc moi j'en avais dans ma base où j'étais, côté de Jérusalem, et voilà. Ils avaient différents postes, ça dépend. Qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? On sait qu'il y a des handicapés qui alors sont ça dépend. Ceux qui étaient avec moi, on était dans la logistica, donc dans la logistique. Il y en avait qui s'occupaient, il y en avait qui étaient dans la cuisine. Ouais. Il y en avait qui s'occupaient, ils s'occupent toujours du rangement, des marsanim, c'est les hangars. Voilà. Ils étaient comme des soldats normaux entre guillemets. Ils étaient sous les ordres des mefakdim. Ouais, bien sûr. Et il y avait aussi la Fsenaout, c'est là où il y a tous les uniformes, donc ils étaient chargés là-bas, où il y a tout le matériel du jour le jour pour les personnes de la base. Les soldats combattants. Voilà, et en fait ma base c'était une base de Sha'atreroum en temps de guerre. Du coup tout était vraiment sur les marsanim, les hangars, et ils étaient là-bas. D'accord, donc c'est magnifique et j'ai compris que tu vas continuer dans cette voie. Voilà, on peut le dire, c'est pas. Oui, non, bien sûr. C'est très beau de continuer à s'occuper. Voilà, il faut le savoir pour les gens qui ne le savent pas. Tsahal peut intégrer des gens handicapés, c'est très important de le savoir. Handicap physique, handicap mental, handicap aussi psychique. Il y a des autorisations et ça, il faut le savoir. Tous les gens ça peut être un rêve qui peut être réalisé pour beaucoup de gens qui ont reçu une dispense et qui peut être quand même réalisé. Alors moi, ce que je trouve quand même fabuleux, c'est on voit les fils qu'elles font après Hemdat Aharon. Il y en a à l'armée, il y en a qui restent en Israël, il y en a qui vont à l'étude, il y en a qui font Shnat Shirut. C'est une grande fierté de Hemdat de pas formater, c'est-à-dire elles sortent et puis chacune fait vraiment ce qu'elle a envie de faire, et notre rôle à nous en fait c'est d'essayer de faire monter en elle ce qu'elle a vraiment de meilleur, et après elle choisit ce qu'elle. Nous on est très fiers que Noah ait fait ce qu'elle a fait. On est très fiers des filles qui font autre chose, on est très fiers des filles qui deviennent qui font des hautes études comme voilà vas-y non mademoiselle Anconina. Ouais. Voilà. Tu veux que je te dise son prénom? Parce qu'elle était pas chez moi, hein, mais je vais te le dire, hein. Anaël Antonina, qui a fait des grandes études et qui a pas terminé encore. Et d'autres également qui font autre chose. Et même de celles qui rentrent après un an, qui rentrent en France, il y en a pas énormément, mais il y en a toujours quelques-unes. Et elle reste d'abord liée à la communauté, elle est liée au peuple juif, et liée également à nous. Donc on est très fiers également. Vous avez oublié de rajouter celles qui sont pas sûres mais qui vont rester. Celles qui vont rester. Et qui vont rester. D'accord, exactement. Très bien, sur ces précisions, on passe à la 5e question. Allez, au revoir. Alors la 5e question est la question Blitz. Ça veut dire vous allez avoir 1 minute pour répondre à cette question. Et alors je vais vous demander bien sûr un chiffre et je vais dire plus ou moins. Alors on va commencer par toi. Tu vas dire, d'accord, je vais te poser la question. Tu vas balancer un chiffre, ce qui te vient dans la tête. Et je vais dire plus ou moins. Et on va faire un tour comme ça jusqu'à vous avez 1 minute. Ça a changé, c'est pas tout le monde parle en même temps. Parce que c'est normal. Non, parce que avant on a fait avec Eli quand tout le monde parle en même temps. Mais si tout le monde parle en même temps et il y a Eli, on entend que Eli. Donc on a dit on annule. On a dit chacun son tour. En plus, il me prend le micro depuis tout à l'heure. Voilà, exactement. Alors attention, la question est la suivante. D'après un article paru le 15 janvier 2019, donc il n'y a pas longtemps, sur le site internet d'Israël Hayom, combien de greffes d'organes ont été effectuées en Israël en 2018? Alors n'importe, vas-y, dis. 2000. Moins, Eli. 800. Moins. 500. C'est plus. 650. C'est moins. 460. C'est plus. 600. C'est moins. 500. C'est plus. Plus que 530. C'est plus que 530. On se rapproche. 545. 500 plus. 550. Plus. 560. Plus. 570. Plus.
Plus encore. 590. Plus encore. 595. Moi. 594. C'est moi. 593. C'est moi. 592. Ouais, vous l'avez vu. 1 minute 10. Exactement. Exactement. Alors c'est 592, le centre national. Vous allez voir les graphes. Comment on dit ça? Et c'est considéré comme beaucoup ou pas? Voilà. Beaucoup. Ah, c'est considéré. Alors je vais te le dire. J'ai pas comparé avec dans le monde. Non, peut-être qu'on le fera dans une prochaine émission. Mais alors voilà, je vais te dire ce que je sais. Le centre national de transplantation nous fait savoir que l'année dernière, 592 transplantations ont été effectuées, soit une augmentation de 13% des dons d'organes. C'est la preuve que le slogan Kol Israël Chotmim Zelazé fonctionne. On compte en fait 344 greffes de donneurs décédés et 248 dons de donneurs vivants, imaginez-vous. Sur ces 344 greffes provenant de donneurs décédés, 167 patients ont été prioritaires et transportés car ils étaient détenteurs de la carte ADI, dont je suis aussi détenteur, je vous en parlais un peu. En ce qui concerne les transplantations de donneurs vivants au cours des dernières années, 231 greffes de reins ont été effectuées, 125 d'entre eux provenant de donneurs au sein de familles et 106 personnes sont des donneurs altruistes qui contribuent à sauver des vies pour des étrangers qui ne sont ni des amis ni des connaissances. Ça, c'est du recette de haute compétition, ça, Elise. Ça, je veux dire, ça, c'est un truc qui m'épate. Ça m'épate. 16 personnes ont donné un lobe du foie à leurs proches et un donneur altruiste a donné un lobe du foie à un enfant. Un type, il a dit, je veux donner un bout de foie à quelqu'un qui ne connaît pas. Ça, c'est du recette de haute compétition, hein, Elie, quand même. Ça, c'est... Ouais. Je suis très content parce que justement je savais pas si c'était considéré comme beaucoup ou pas. Ouais. Mais je constate en tout cas que les chiffres sont en augmentation. Voilà, vous l'avez sur le graphe là, si tu peux nous mettre le graphe. Voilà, c'est le graphe, c'est le bleu. C'est une très bonne nouvelle parce qu'en Israël en particulier, il y avait toutes sortes de réticences dues à des choses qui n'étaient pas réellement fondées, notamment des problèmes de halakha. Les gens avaient peur que peut-être la halakha n'autorise pas, etc. Et c'est important de dire que les rabbinim aujourd'hui, toutes tendances confondues, encouragent au contraire. Il y a un petit problème pour l'une des greffes. Mais bon, d'après la carte ADI, tu as la carte ADI pour religieux, toi? Il faut demander. Eh oui, j'ai la carte ADI pour religieux. Là, voilà la carte ADI. Moi aussi, voilà. C'est la carte qui autorise, si nous arrive Ras Shalom un malheur, qui autorise donc les médecins à prélever nos organes et à les donner à des gens qui en ont besoin. Voilà, c'est cette carte-là. Toujours chez moi, qu'il est aussi à toujours sur lui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire pour religieux, ils peuvent tout prendre? Non, il y a ça. Non, ça veut dire que oui, ça veut dire qu'a priori ils peuvent tout prendre. Je vais dire comme ça, tout ce qui est utilisable, quoi. C'est comme ça qu'on peut dire. Et il y a une petite clause que les rabbins ont rajoutée pour les gens qui sont religieux, il y a une clause que quand il s'agit de trucs un petit peu délicats, où on n'est pas sûr. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la définition du monde de la mort n'est pas la même dans la médecine, dans le judaïsme de halakha et dans la médecine. Et donc pour ça, alors c'est stipulé qu'il faut demander d'abord à un rabbin, etc. Voilà, exactement. Donc la cartis Adi, le don d'organes en Israël, si ça vous intéresse, vous avez le site de Adi, grande mitzvah, exactement, d'avoir sur la cartis de Adi pour le don d'organes. Et sur ça, on passe à la 6e question. Alors la 6e question, c'est un qui a dit. Alors qui a dit en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Qui c'est qui a dit ça? Alors, c'est un rave, hein? Des proches. Ça aurait pu être des proches. Non, c'est pas Pierre Desproges. C'est un comique français. C'est ni l'un ni l'autre. Il est ni comique ni français. Voilà. Scientifique? C'est pas un scientifique, non. Qu'est-ce qu'il a dit encore une fois? Il a dit, en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Alors qui c'est qui a dit ça? Vous avez entendu parler de ce mec, je peux vous le certifier. Hein. Tout le monde. Un chanteur, politicien? Non, c'est pas un chanteur, c'est pas un politicien. Un juif? C'est un juif. Gad Elmaleh? Steve Jobs. C'est pas Gad Elmaleh. Steve Jobs. Ah, c'est pas un Non, pas Steve Jobs, c'est pas ce monde-là. Il est encore en vie? Non, il est mort. Il est bien mort. Hein, Il est juif, j'ai pas entendu. Ah, il est juif, ouais, il est juif. Woody Allen. C'est pas Woody Allen. Il faut essayer de trouver le monde dans lequel qu'est-ce qu'on cherche. C'est pas dans le monde de la culture. C'est pas un scientifique. Einstein. C'est pas un scientifique non plus. La politique. Pas vraiment. C'est pas la politique, non. C'est pas la politique. Ouais, on est dans le monde de. Ouais, j'ai l'impression que je l'ai pas longtemps. Non, on n'est pas dans l'art. On est où alors? Alors on est où alors? Cinéma, on a déjà dit cinéma. Cinéma. Non, on n'est pas au cinéma. On n'est pas au cinéma. On n'est pas au cinéma. On est dans quel monde alors? Le monde de l'agriculture. Non, ouais. J'ai pas dit scientifique. C'est pas vraiment un scientifique. C'est pas vraiment le monde de la science. Israélien. Il est pas israélien, non. Les médias, journalistes. Il est pas américain. Pas média, pas journaliste. Non. Européen. Il est européen. Ouais. Allemand. Il est allemand. Un juif allemand. Il est allemand. On sait pas. Non, il est pas allemand. Il est pas allemand. Il aurait pu. Pas loin. De l'Est. Pas loin. Il est autrichien, ouais. Autrichien.
Il est autrichien alors. Ah bah alors, ok. Donc, alors. Freud. Sigmund Freud, exactement. Heureusement que le rabbin est là. Vous savez qui est Freud, hein? Je vous ai pas interrogé sur n'importe quoi. Tout à fait, c'est Sigmund Freud qui a dit ça. Regardez-le, le voilà. Sigmund Freud, né Sigmund Schleume Freud. Hein, il faut le savoir que son deuxième prénom, Schleume, il faut le savoir. Donc, né le 6 mai 1856 à Freiberg en Autriche, l'actuelle République tchèque, est mort le 23 septembre 1939 à Londres. Est un neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse, médecin viennois. Freud rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développement de la psychanalyse dont il est le principal théoricien. Son amitié avec Wilhelm Fleiss et sa collaboration avec Joseph Breuer, l'influence de Jean-Martin Charcottet, des théories sur l'hypnose. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est quand on en a rien à foutre. Je sais pas pourquoi c'est ça. Sur l'hypnose de l'école de la Salpêtrière vont le reconduire à repenser les processus psychiques. Ces deux grandes découvertes sont la sexualité infantile et l'inconscient. Elles le conduiront à élaborer plusieurs théorisations des instances psychiques, en premier lieu avec les concepts d'inconscient, de rêve et de névrose. Puis il proposera une technique de thérapie que la cure psychanalytique qu'il définit pour la première fois en 1904. C'est dans le cadre de la cure des études sur l'hystérie. L'hystérie, ouais, ça peut aussi aller avec Khemdat Adarom, l'hystérie. Hein. Non, je sais pas, moi je. Ça dépend des promos. Voilà. Alors, les promos les plus hystériques là, vas-y, balance. Allez, c'est nous, on était des ouf. On a tout cassé à Netivot. D'ailleurs, on devrait décerner un diplôme de psychanalyste. Ouais, voilà, exactement. Pokémon, donc voilà, du cas Dora, la Code Freud découvre il découvre peu un peu l'importance du transfert d'accord. Donc l'hystérie, il y a des. Et alors j'ai lu récemment que Freud, à propos d'Israël, lui pensait que le peuple juif devait rester en exil. Ouais. Et c'était sa spécificité et en fait sa raison d'être. Donc il n'était pas très sioniste. Il a regardé avec sympathie, bien sûr, surtout quand ça commençait à chauffer en Allemagne. Donc il a bien compris que c'était une nécessité. Ouais. Mais il pensait que ce serait dommage, qu'on perdrait beaucoup en venant ici. Donc il avait encore pas mal de choses à apprendre, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Effectivement, de là. Mais si tu nous regardes. Mais je pense que l'étude à la Yeshiva lui doit beaucoup parce que depuis qu'il a dit que les rêves avaient quelque chose d'important, alors on a commencé à relire différemment le dernier chapitre de Masechet Berachot qui parle des rêves et des explications, qui en général dans les Yeshivot on le sautait allègrement par-dessus parce que ça intéressait personne, et que depuis que Freud a écrit ce qu'il a écrit, ça regagne le rêve très présent dans le judaïsme, tout à fait, exactement. Et très bien, sur ces précisions, on passe directement à la question numéro 7. La question numéro 7, dernière question du jour, voilà, oui, c'est bientôt terminé, mais alors, pour que le supplice, non, ça va, on est bien, ouais, ça va, on est peinard, d'accord. Alors là, je peux vous certifier que, je vous le dis que vous connaissez la réponse, d'accord, mais il faut poser la question. Dit ça pour toute la question. Et alors, il y avait une question, tu connaissais pas la réponse? Laquelle? Tu te rappelles pas, d'accord, donc ça veut dire que tu connaissais toutes les réponses. Alors, écoutez-moi bien. Quelle personnalité juive a comme deuxième nom Valérie, en honneur à Valéry Giscard d'Estaing? Alors ça c'est une question de bête, ça. Alors, allez-y. Si tu me regardes, Gaïlou. C'est sûr qu'on connaît la réponse, mais on vous la dira. C'est pas Tisha B'Av. Mais vous le connaissez, ce mec, vous connaissez que lui. Donc c'est récent. Ah oui, c'est là maintenant là. Son père était pas très intelligent, je trouve. Son père, on verra après. Non, parce que si tu nous entends après, elle est pas juive. Hein? Elle est pas juive. Si, il est juif. Il est juif. C'est une personnalité. Ah, lui, il est juif. C'est une personnalité. C'est une personnalité juive. Juive. Qui s'appelle Valérie. Ultra connue. En deuxième nom. Non, en deuxième nom. Ah bah oui. Pas le premier. Ne cherchez pas Valérie quelque chose. Française. Ouais, elle est française. Alors, de quel domaine? Alors, politique. Ah, vous avez plus de choses que Lee sur ce coup, je peux vous certifier, quoi. Je suis même pas sûr que Lee, il le connaisse, si quand même, mais enfin bon. Musique. Non, c'est pas dans la musique. Cinéma. Non, pas loin. Comique. Ouais, il est comique, mais c'est pas le cinéma. Il est comique. Télévision. La télévision, ouais. Alors c'est qui? C'est qui à la télévision? Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Bonne réponse de Mercedes, exactement. Voilà, je vous l'ai dit. Et ça, vous le connaissez pas non plus? Ah oui, Cyril Hanouna, bien sûr. Cyril Valéry Isaac Hanouna, parce qu'il s'appelle Yitzhak aussi. Cyril, il faut le savoir. Né le 23 septembre 1974 à Paris de parents d'origine juive tunisienne. Arrivé en France de Tunis en 1969. Son père l'appelait Valérie à cause de Giscard. Oui, Cyril Valéry Isaac Hanouna doit son deuxième prénom président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui venait d'être élu en 1974, quelques semaines avant sa naissance. Ce choix original de ses parents a-t-il eu
eu une influence sur la personnalité de l'animateur réputé pour oser les défis les plus fous, on ne sait pas, décrié par l'intelligentsia, honni par les adeptes du bon goût. L'animateur le mieux payé du PAF a su rassembler sur C8 un vaste public qui lui est désormais fidèle. Un homme portant quasiment seul le poids de toute une chaîne, c'est du jamais vu, confie Michel Drucker, sans cacher une part d'admiration. Le 7 juin 2013, Cyril Hanouna remporte pour la première fois le tournoi des personnalités de Roland Garros. Et dans une interview à Paris Match en août 2017, Cyril Hanouna dit être juif, traditionnaliste. Voilà, il a été aussi le parrain, à mon avis, de la Tzedaka. Donc Cyril Hanouna, très grande personnalité du monde juif à Paris. Voilà, parce que c'est quand même, je trouve, c'est une note sympathique, hein, quand même, pour Pernay, lui qui a ramassé beaucoup d'argent. Cyril avec la Tzedaka, hein, donc on lance aussi la cabote. Mais je comprends pourquoi il met pas en évidence son deuxième prénom quand même. Ouais, c'est Valérie, c'est moi chouette là, voilà, vous l'avez à l'écran là, le Cyril. Voilà, il pourrait nous aider un peu. Hein, ah bah écoutez, vous pouvez appeler Cyril Hanouna, il est capable. Il est capable. T'as le numéro? Il est capable. Moi non, mais à mon avis, on peut le trouver. À mon avis, Cathy le débrouille. Cathy le débrouille. Alors, si tu nous écoutes, alors vas-y. Ce que j'ai dit sur ton père, c'était pour rigoler. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ouais. Voilà. Alors, d'accord, vas-y. Alors, je sais pas, on lance un. Ouais, Cyril, vas-y, tente ta chance. Je vais lui parler entre quatre yeux, mais voilà. Il est capable de tout. Alors, j'espère qu'il n'est pas occupé. J'ai vu des trucs de ouf. Il peut lancer un appel pour ramasser de l'argent pour Khemdat Adarom. Tu crois qu'il en regarde? Je sais pas, je le connais pas personnellement, mais Cyril, il est capable de tout. Alors, Cyril, je sais pas si le 12 ou le 13 t'es occupé, mais si t'as 2 minutes, je te donnerai le lien. Et alors, franchement, on annoncera à tout le monde ce que tu vas nous donner. Voilà, exactement. Et on construira une plimia, un internat, au nom de Cyril. Voilà, exactement. Il est capable de ramasser beaucoup d'argent. On appellera ça la plimia Valérie. Exactement, voilà. Et ben voilà, je remercie toutes les filles de Khemdat Adarom. Je remercie le rabbin Eli Kling. Merci beaucoup de nous avoir été. Voilà, exactement. Donc donné pour Khemdat Adarom le 13 et le 14 mars. Voilà. Non, pas du tout, c'est le 12 et 13. Le 12 et 13. Mais il y avait le 13 dedans, d'accord. 12 et 13 mars. Donc Khemdat Adarom, vous pouvez donner aussi avant, on peut donner aussi après. Alors, on va rajouter quelque chose. Je veux juste rajouter quelque chose qu'en général, bon, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'associations, au Hachem qui font ça. Mais juste pour Khemdat, en général, dans les séminaires, on peut avoir tendance à penser, je sais pas où il va aller cet argent-là, etc. Je peux vous assurer, on peut tous vous assurer que cet argent-là, il va vraiment, vraiment, vraiment pour le bien, le bonheur de ce programme, de nous, des filles. Et voilà. Ça veut dire, c'est cet argent-là, il va être que pour faire des belles choses. Eh bien, rien à ajouter. C'est sur ça qu'on termine l'émission. Exactement, j'ai rien à dire. À bientôt. Bye.